Force de la nature est de retour une fois de plus. On est au sixième épisode, je crois, aujourd'hui. Et on revient sur le sujet de la mobilité, puisque Olivier, tu nous avais dit que parmi les grosses erreurs que tu vois dans les salles de sport pour les personnes qui veulent avoir un corps athlétique, et on avait déjà dit que ça concernait un peu plus les hommes que les femmes, c'est de vouloir s'entraîner, voilà, selon le programme qu'on a choisi, qu'on a vu, qu'on a ceci, qu'on a cela, alors qu'on n'a pas les prérequis en termes de mobilité pour faire ce programme. Et du coup, ça donne généralement des comportements et des gens qui forcent sur leur corps en mode ça va passer. Et en général, ça passe, mais on commence à avoir une douleur, on commence à avoir on commence à être un peu raide, un peu tendu, un peu crispé, un peu ceci, un peu cela, jusqu'à ce qu'arrive le jour où ça fait crac, le jour où ça fait aïe, le jour où ça fait des problèmes. Et voilà, on a déjà abordé dans un précédent épisode comment on fait pour développer sa mobilité et combien c'est extrêmement important pour pouvoir faire un maximum de gains et voilà, avoir un maximum de progrès qui mènent à ces résultats-là. Mais on n'a pas adressé cet élément-là qui était pour toi l'une des 3 principales erreurs que tu donnais et je te rejoins totalement là-dessus. Par conséquent, à toi la parole aujourd'hui sur, j'ai en fait, prenons les choses dès le départ. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, elle est prête à se flinguer, parce que c'est concrètement de ça qu'il s'agit, heu, alors que, si on prend du recul, on sait tous qu'on va au casse-pipe. Donc moi, j'ai envie qu'on commence par parler moi, j'aime bien dégrossir, je pense qu'on le avec les gens qui nous ont écoutés, la manière dont on a abordé les différents sujets qu'on a abordés jusqu'à présent, je donne toujours cette approche, panoramique et après on va dans le détail, on va dans le pratico-pratique et cetera. Et du coup, pour commencer, à toi la parole sur qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui joue dans la tête de gens que tu regardes et des clients que tu entraînes et quels sont les chiffres que tu leur permets de faire pour passer de ce truc de en fait, ils vont au casse-pipe, ils s'en rendent pas compte à: «Ah! Bah oui, c'est vrai que vu comme ça, c'est évident, OK, je vais arrêter mon truc à la con». Let's go. Eh ben, écoute, c'est une bonne question et c'est moi, je pense que c'est pour ça, tu sais, que je disais, personnellement, c'est ce que j'ai l'impression de voir plus, en tout cas, que ça c'est beaucoup plus, un comportement, masculin, ou en tout cas lié aux hommes qu'aux femmes. Potentiellement parce que je pense qu'il y a une composante d'ego, qui est, beaucoup plus exacerbée, sur le fait de soulever de la charge, de soulever lourd, tu vois? Mmh. Donc, l'exemple basique, c'est voilà, le mec qui veut absolument mettre lourd sur son bench, tu vois, parce que les copains ils mettent le même poids, ou sur le soulevé de terre, tu vois. Typiquement, l'exemple que je donnais des 4-5, maintenant je crois qu'ils sont 6 ou 7 des fois quand ils s'entraînent ensemble, sont très... franchement, ils sont super cool, ces gars, ils me font bien rire. Mais c'est vraiment, voilà, tout le monde fait le même exercice. Et tu vois que des fois ils sont en mode bon, ouais, j'ai la flemme de changer les charges, et en plus de ça, je vais pas changer les charges alors que le collègue à côté, tu vois, il fait le même exercice et qu'il y arrive, tu vois. Ce qui Yes. donne, bah voilà, ils passent tous sur un soulevé de terre par exemple. Ouais, Les terres, ça devient du n'importe quoi, tu vois. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette composante de déjà, il faut que je sois comme les copains. ouais. Il faut que voilà, je suis aussi fort que les copains, je suis pas plus faible. Et en même temps, ce truc aussi de se dire, bah si je mets pas lourd, enfin si je charge pas, si je fais pas des amplitudes max, etc. Bah tu sais, c'est pas propre, donc je vais pas prendre de muscle, ou c'est pas une exécution validée par mes confrères, tu vois. OK. Et ça, je pense que c'est une vraie pression aussi, hein, de se dire, ton squat, c'est un quart de squat, tu vas pas en full amplitude, ton bench, non, mais tu peux faire ça. Et du coup, il y a toujours cette pression de se dire, non, non, il faut que je fasse comme ça parce que les autres vont me reconnaître en tant qu'athlète ou en tant que, je sais pas, individu ou quoi que ce soit, par rapport à mon amplitude, ma charge, notamment ces deux-là, tu vois. Donc, Mmh. je pense que c'est ça qui se passe beaucoup dans l'esprit des gens, et du coup, très lié aux mecs. Les femmes, j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas. Alors, je vois qu'elles sont enfin, en fait, quand souvent elles ont une mauvaise exécution, c'est pas lourd, tu vois. Donc, elles se mettent pas vraiment en danger. Mmh. Par contre, du coup, bon, forcément, les gains derrière, ils sont pas super intéressants. Mais en tout cas, tu vois, je vois moins ce truc où elles se mettent vraiment en danger, où il y a ce truc un peu d'ego de, il faut absolument que je mette lourd sur mon truc. Je sens qu'elles sont plutôt, elles, sur la réserve, alors que les mecs sont plutôt
Pas tous, hein, d'ailleurs, hein, il y en a, j'en ai coaché des gens qui sont justement très réfractaires de mettre lourd, de mettre de la charge, de faire des exercices des fois un peu impressionnants et tout, parce que justement ils ont un peu peur de se faire mal. Mais souvent, c'est des profils plus âgés, tu vois, Ok. des hommes, je dirais, dans la quarantaine, rarement les jeunes, tu vois, entre 20 et 30 ans, chez les mecs, je pense que c'est là où il y a le plus de choses comme ça qui se passent. Et donc, voilà, pour répondre à la question que tu posais, par rapport au mindset, quel état d'esprit ils ont, je pense que c'est beaucoup lié à ce truc de statut et donc d'image qu'ils renvoient. Hmm. Et donc ils veulent absolument être dans la bonne case, quoi. Donc ils se mettent en danger par rapport à ça. Ouais, quand je t'écoute, je me dis que il y a certainement en réalité un trait similaire, mais s'il était en plus ou en trop chez les hommes, il serait peut-être dans l'extrême opposé en moins ou en vraiment manquant chez les femmes, à savoir, puisqu'on l'a vu, on en avait déjà un petit peu discuté, les femmes, effectivement, elles ont cet avantage de pas se mettre en danger et en même temps, elles connaissent pas vraiment quelle intensité, jusqu'à quelle intensité elles peuvent monter. Moi, j'ai l'impression qu'il y a, une question d'ego aussi. Alors pas l'ego comme on a l'habitude d'en parler. En fait, souvent l'ego, il est rétréci à l'orgueil et pour moi, l'ego, c'est plutôt le fait que, bah, en fait, quand bien même, on est un être complexe et profond et changeant et cetera, ben, l'être qu'on est, il a besoin de s'exprimer à travers une personnalité, à travers une identité et pour moi, cette notion de personnalité, d'identité, en tout cas selon la psychologie, c'est ça qui définit l'ego et du coup, je pense que c'est important, en tout cas moi j'ai envie d'ajouter à ce que tu viens de dire que, ben, notre personnalité et la manière aussi dont on se perçoit et dont on perçoit la manière dont on interagit, relationne avec différentes choses, que ce soit les autres. Pour les hommes, ben, c'est mettre beaucoup trop d'importance sur, ce que j'appelais précédemment la référence externe, l'avis des autres, la validation des autres, parce que, bah, si je suis pas validé par les autres, j'existe pas. Et chez les femmes, bah, c'est plutôt: «Ah, mais je peux pas, aller jusque-là, c'est pas possible, moi j'ai pas ça en moi» et moi j'ai le sentiment qu'en fait, ça fait partie de pareil des conditionnements. Je pense qu'on n'encourage pas les jeunes filles et les jeunes femmes à explorer leurs capacités, à leur permettre, et de les encourager à aller voir jusqu'où elles peuvent aller dans dans une activité, peu importe et du coup, je pense que voilà, il y a une forme d'ego aussi chez les femmes de l'ordre de: «Oh là là, mais non, moi, je fais surtout pas ça, non, 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 mais c'est terrible», et cetera et je pense que du coup, voilà, il y a, ces 2 miroirs, ces 2 opposés, ces 2 polarités. Ceci dit, dans les 2 cas, c'est une question de: «Ah, est-ce que je suis vraiment connecté à ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est-ce que je Ouais. sens? Est-ce que ou est-ce que je respecte pas ça, je viole ça pour aller vers, quelque chose d'autre extérieur ou une Je conception. je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que les femmes, la pression, elle est différente. C'est quand même de l'ego, mais lié à des choses différentes. Comme, alors après, je pense que c'est moins le cas aujourd'hui quand même, mais tu vois, le fait d'être trop musclé, Ouais, ça c'est un vrai truc chez les femmes. Je veux pas prendre des épaules, je veux pas faire trop de muscu du haut du corps parce qu'après je vais être trop musclé, tu vois. ouais, Je pense que ça a quand même encore la vie dure ce truc, même si je pense clairement que ça s'est vachement allégé. Mais du coup, c'est ouais, une pression un petit peu sociale externe de ah bah qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je suis trop musclé, tu vois. Et du ouais, coup, je pense que pour beaucoup, elles se disent bah si je suis trop musclé, je suis pas féminine. Alors qu'en réalité, il y a plein de femmes qui sont très musclées et se sentent très féminines, tu vois. Mais c'est parce absolument. qu'elles ont passé ce cap, tu vois. Donc elles se sont pas limitées à ce que les gens leur disaient ou ce que la société veut renvoyer de l'image d'un corps de femme, tu vois. Et elles se sont dit, vas-y, moi je veux être musclée. Et elles sont très féminines, elles ont aucun problème avec ça, mais elles ont dû passer ce cap-là, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont potentiellement peur de ça, euh, ou en tout cas qui se sentent pas à l'aise avec ça. Plus l'aspect peut-être, mais je pense aussi enfin ça c'est certain, le rapport au corps c'est pas le même, tu vois. Un homme et une femme en termes de mise en danger,
enfin, une femme, c'est beaucoup plus sensible, tu vois, sur ses sensations, sur même son énergie. Tu sais, l'énergie, elle fluctue de façon très différente. Un homme, c'est très stable, tu vois. C'est voilà, je peux m'entraîner matin, midi, soir. Globalement, c'est à peu près la même chose. Même s'il y en a qui vont un peu titiller, mais globalement, c'est la même chose. Une femme d'un jour à l'autre, ça peut être complètement différent, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi ce rapport-là au fait que aujourd'hui, j'ai pas trop d'énergie, je vais pas trop me donner. Le lendemain, j'en ai un peu plus. Ce qui rajoute une composante, je pense. Bah, peut-être plus difficile aussi pour elle à appréhender à la salle, de savoir quand se mettre dedans, quand pas se mettre dedans, ça demande de l'expérience. Là où un mec, du coup, bah, lui, il s'en fiche un peu, tu vois. Donc, ouais, je pense qu'il y a des choses qui sont très différentes, clairement, autant sur la perception, sur la partie ego dont tu parlais. Et du coup, bah, forcément, en tout cas, moi, de ce que je remarque, les femmes se mettent moins en danger sur la partie mobilité, vu que c'est le sujet du jour. Et les mecs, par contre, eux, ils ont tendance à faire n'importe quoi. Yes, ok. Ça me donne vraiment envie de faire potentiellement un épisode sur les différences et les richesses qu'il y a homme-femme et comment ça peut être vertueux, même si je suis un homme, de connaître un peu comment ça se passe chez une femme et vice versa, même si je suis une femme, de savoir un peu plus, OK, à l'intérieur d'un homme, comment ça se passe. Parce que pour moi, il y a bien, même s'il y a des prédispositions ou des choses qui sont plus prédominantes, bah, elles sont chez tous et vraiment ça sert beaucoup. Par exemple, juste pour, illustrer ce que je viens de dire, les hommes aussi, il y a des fluctuations. C'est juste qu'effectivement, de base, il y a plus un rythme de croisière et du coup, moi, je vois des mecs qui s'écoutent pas du tout quand ils ont des fluctuations, parce que dans leur tête, c'est censé être tous les jours la même chose, alors que pas du tout. Mais bref, c'est un autre sujet. Revenons, sur la mobilité et ces notions de, bah, voilà, se mettre en danger inutilement et faire foirer, ou en tout cas, même pour ceux qui arrivent à déjouer, on va dire le sort, qui, bah, en fait, parce qu'ils tirent tout le temps sur la corde, ils sont jamais bien, ils sont jamais à l'aise à l'entraînement, ils sont jamais sereins, ils sont toujours en tension, et cetera, et cetera. Donc pour revenir à ces méfaits-là qui sont vraiment, je pense que c'est l'un des éléments, néfastes pour la progression et les gains les plus sous-estimés, parce qu'on le voit pas, il est pas de manière évidente. Mhm. Et donc pour, vraiment avancer là-dessus aujourd'hui, hem, c'est quoi les indicateurs pour toi, en tant que professionnel, qui font que, ah, là tu vois quelqu'un qui commence à aller sur le mauvais chemin, qui commence à dériver, qui commence à rentrer dans cette notion de forcing, à pas s'écouter, à, vouloir, atteindre absolument, bah, le squat complet alors qu'il y est pas encore, d'un point de vue mobilité, ou, vouloir mettre telle charge alors que c'est prématuré, et cetera. Quel que soit le stimulus, et bon, j'imagine il y en a pas 36, hein, on pourrait d'ailleurs les répertorier. C'est quoi, comment est-ce qu'on peut se mettre en danger? Peut-être première question, on va commencer par là. Comment est-ce qu'on peut se mettre en danger en pratiquant, la muscu? Quels sont les indicateurs qui font que sur ces différents terrains, là on sait, ah, on peut identifier, OK, il faut que je m'arrête, il faut que je revoie ma copie, là ça va pas. Intéressant. Et je vais répondre à cette question juste avant. J'aimerais qu'on définisse le terme mobilité parce que je pense que c'est pas clair Ah! pour tout le monde. Excellent. Qu'est-ce que Ouais, la mobilité déjà, tu vois? ouais. Et la différence entre mobilité et souplesse, parce que c'est souvent Yes. pas clair. Donc, pour la faire très simple, on va prendre l'exemple de Jean-Claude Van Damme. J'aime bien prendre son exemple. On peut faire un grand écart, mais est-ce qu'on peut le faire comme Jean-Claude Van Damme entre deux camions, tu vois, où on est vraiment en suspension sur ses jambes, complètement à 180 degrés, quoi, tu vois, Ouais. grand écart, position grand écart. C'est ça la différence entre souplesse et mobilité. Donc la souplesse, c'est la capacité à aller dans une amplitude très grande, donc par exemple le grand écart, mais la mobilité, c'est la capacité à générer de la force dans cette amplitude. Yes. Donc c'est là où c'est très différent. Pourquoi? Parce que on peut aller dans une grande amplitude, mais si on n'a aucun contrôle musculaire
dans cette amplitude-là, en fait, c'est là où on peut se blesser. Parce que c'est là où, en fait, on peut surétirer un muscle, un tendon, donc c'est là où on peut avoir des gros claquages, on peut vraiment se faire des grosses blessures, tout simplement parce qu'on n'est pas capable de générer de force dans cette position. Si on est capable de générer de la force dans cette position-là, à l'inverse, en fait, on n'a plus de risque réellement de se blesser dans la zone, à part si on respecte pas l'intensité ou les choses comme ça. Mais en tout cas, c'est une zone safe pour le cerveau. Le cerveau, il est dans un état où il se dit, OK, je contrôle cette amplitude, je sais que je peux générer de la force, donc je sais où est ma limite en fait. Je vais pas aller plus loin, à part si évidemment tu me mets une charge où voilà, je peux pas la résister. Mais si je sais que je peux aller dans cette amplitude-là à telle charge, en fin de compte, après derrière, je peux bouger dans cette amplitude-là de façon très safe, sans avoir vraiment de risque de me blesser. Et donc c'est important parce qu'il y a les gens du coup qui sont hyper laxes. Donc c'est des gens ils vont aller très facilement dans des zones en soi très larges, tu vois, des grandes amplitudes, mais ils ont aucun contrôle musculaire, neuromusculaire dans ces zones-là. Donc souvent eux ils sont très souples, mais ils se blessent. Tu vois, ça peut être un peu l'exemple de la danseuse. Il y a beaucoup de danseuses qui sont un peu hyperlaxes de base et du coup elles se blessent tout le temps parce que elles ont pas le contrôle neuromusculaire dans ces zones-là. Maintenant, quand on regarde quand même les ballerines, etc., elles, c'est incroyable, tu vois, elles ont un contrôle de fou. C'est juste le survolume, etc., qui fait qu'elles finissent par se blesser. Mais voilà, ça c'est un peu l'exemple contraire de ce qu'on pourrait avoir en tête, de dire ah c'est trop bien, je suis souple, j'arrive à mettre mes pieds au-dessus de la tête, mais j'ai aucun contrôle nerveux, aucun contrôle musculaire dans cette amplitude-là, et donc en fait je me blesse très facilement. Et à l'inverse, tu as les gens qui sont très raides, du coup, donc eux ils ont très peu d'amplitude disponible, mais ils ont un contrôle total dans cette amplitude-là. Là où ça devient dangereux, du coup, c'est que dès qu'ils vont un peu plus loin dans l'amplitude, là, le système nerveux, il déconnecte complètement, et donc là, ils se blessent. Donc il y a ces deux catégories, je mets deux, je monte quatre, il y a ces deux catégories qui sont à bien cerner l'amplitude max auquel on a accès et l'amplitude max auquel on peut générer de la force. C'est deux choses qui sont différentes et c'est la différence entre souplesse et mobilité du coup. Yes, et juste, une petite insertion ici, il y a un truc, je pense, qui est difficile à comprendre pour beaucoup de gens. C'est que, heu, un muscle, il peut se relâcher, enfin, quand il est relâché, il peut atteindre une plus grande amplitude, et c'est vrai que, ben, si les fibres musculaires qui se contractent se relâchent, parce que quand elles se contractent, les fibres musculaires, elles peuvent se raccourcir, et là, on va rentrer dans les différents types de régimes, de contraction musculaire rapidement, parce que c'est pas l'objet. Mais les gens pensent que quand un muscle se contracte assez intuitivement, et c'est plutôt vrai en soi, c'est que, bah, si je contracte mon biceps, il va faire une boule, les fibres vont se raccourcir. Vu qu'elles se raccourcissent, bah, elles sont plus épaisses au milieu, et du coup, oui, bah, forcément le biceps il fait une boule, et comme n'importe quel muscle d'ailleurs. Ce qu'on appelle le ventre musculaire. Et si j'étire mon bras et mon biceps, ben, et j'ai besoin qu'il soit relâché pour ça, bah oui, je vais pouvoir, vraiment étirer les fibres, allonger le muscle, et du coup, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'un muscle, il peut se contracter en s'étirant. C'est ce qu'on appelle, une contraction excentrique. C'est ce qui se passe à chaque fois, par exemple, sur un mouvement de biceps curl. Ben, quand je redescends mon haltère, bah, mon muscle, il est toujours contracté, et si je suis sur un preacher curl, par exemple, c'est avec un support, et quand je sens qu'il y a vraiment une tension très importante, quand mon biceps, il est étiré, bah, c'est justement qu'il y a tension mécanique plus étirement du muscle, et effectivement là, il y a une sollicitation, musculaire énorme qui permet une croissance d'ailleurs, très importante. On va pas revenir sur le truc de tension musculaire, mais juste pour revenir sur cette idée que, en fait, si je relâche mon muscle, c'est vrai qu'il peut faire des choses en termes d'allongement, en termes de, bah, voilà, de souplesse, que je pourrais pas faire autrement avec. Ceci dit, il est aussi possible d'avoir mon muscle dans une position allongée, et plutôt que de le relâcher, de le contracter. Mhm. Et ça, ben, dans l'exemple du grand écart avec Jean-Claude Van Damme que tu donnes, c'est un très bon exemple, et je pense même à un exemple qui est encore plus flagrant. Il y a un mec, je sais plus comment il s'appelle, il a un look vraiment atypique. Il fait, le grand écart avec, une barre en overhead.
il descend, en grand écart, donc il est au début debout, il laisse ses pieds glisser en grand écart et quand la charge est pas très importante, genre quand il est barre à vide ou pas machin, il arrive à rapprocher ses pieds et remonter. Donc Kung Fu quelque chose, un je truc. sais plus comment il s'appelle, mais en gros, même sans parler de charge, le simple fait d'arriver à ralentir la descente de mon grand écart si, j'écarte mes pieds, jusqu'à tomber enfin tomber, m'asseoir ou en grand écart, les jambes de chaque côté de mon corps, ben, pour ralentir cette descente, même si mon muscle, il s'allonge, il se contracte. Parce que s'il n'était pas contracté, boum, je tomberais d'un coup. Et pareil, pour remonter, ben, il y a besoin d'une contraction. Donc voilà, je pense que c'est quelques éléments quand même importants à comprendre pour que les gens qui nous écoutent conçoivent que, ah, ok, en fait, la mobilité, c'est ma capacité à contracter mon muscle pour me permettre de faire des mouvements effectivement dans des amplitudes qui sont très grandes Mmh. et gérer ce mouvement-là, le contrôler comme tu le disais. Voilà, Ouais, ceci étant dit, je te relève la parole. non, mais c'est intéressant et c'est pour ça que, par exemple, un des moyens les plus utilisés dans la mobilité, dans le gain de mobilité, c'est un peu le contracté relâché. Donc c'est avec des protocoles d'isométrie, donc ça veut dire qu'on va se mettre en position maximale et on va essayer de générer de la force sans bouger. Donc par exemple, si je me mets en grand écart, je vais dans le maximum d'amplitude de grand écart que j'ai. Et à ce moment-là, je vais essayer de... Donc je me mets debout sur le sol, les jambes écartées, et je vais essayer de produire de la force en poussant les deux pieds, en essayant d'enfoncer les deux pieds dans le sol. Mais du coup, mes jambes ne bougent pas. Mais j'apprends à générer de la force dans une position où le muscle est très étiré. Et donc c'est là où on envoie un message au système nerveux que, ok, on arrive à contrôler cette zone-là, on arrive à produire un peu de force dans cette zone-là. Et donc petit à petit, lui, il va commencer à relâcher les fibres, à relâcher en fait, ce qu'on appelle le réflexe, je sais pas si c'est le réflexe myotatique, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en gros, ce qui fait qu'on n'arrive pas à aller loin dans une amplitude, c'est pas tant que les fibres elles sont raides ou courtes, même si c'est un peu le cas, c'est surtout que le système nerveux contracte pour protéger. C'est pour ça que les gens très raides, ils ont du mal à aller plus loin, et que c'est là où ça fait mal, où ça tire. C'est parce que bah, leur système nerveux, il contracte cette zone-là à leur insu, et ça leur empêche d'aller plus loin. Donc c'est là où on veut justement envoyer un signal de contraction conscient, où là, le cerveau, il se dit, ah ok, en fait, dans cette zone-là, c'est safe. Et du coup, là, il relâche en fait les fibres. Et hop, on peut aller un peu plus loin. Et donc c'est... ouais. Ouais, juste pour préciser, effectivement, si on veut rentrer dans le côté un peu technique, dans les muscles et notamment dans les tendons, et enfin bref, dans beaucoup de zones du corps, que ce soit plutôt côté articulaire, côté musculaire ou l'entre-deux au niveau, tendons et insertion, il y a, des capteurs. Il y a notamment, ben, moi celui que je connais le mieux, c'est les organes tendineux de Golgi qui, sentent ce qui est en train de se passer au niveau musculaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de tension ou pas? Est-ce que c'est stable ou c'est pas stable? Ça renvoie tout de suite un rétrofeedback au système nerveux qui sent, OK, notamment, est-ce que l'articulation, elle est stable? Est-ce que le corps, il peut gérer ou complètement, partir en vrille et cetera? Et ça, c'est ce qui fait qu'effectivement, dans les 2 profils que tu donnais, certains qui sont plutôt raides, on voit un petit peu plus ça chez les hommes et ben, en fait, ils vont, quand ils arrivent proches de leur amplitude maximum, ils vont se renforcer encore plus pour résister un maximum à une augmentation de l'amplitude et l'empêcher pour ne pas prendre de risques. Et du coup, effectivement, c'est des gens qui ont besoin d'apprendre vraiment à se relâcher pour, dans un premier temps, trouver une plus grande amplitude, puis faire exactement ce que tu disais, intégrer cette amplitude dans de la mobilité, dans de la production de force. Tandis que pour les personnes qui sont plutôt laxes et effectivement c'est un peu plus ça tend à être un peu plus les femmes et ben, il y a cette capacité à mettre, le bras, jambe, machin et cetera. Mais par contre, ben, il y a les récepteurs c'est pas qu'ils ils marchent moins bien, mais ils ont une plus grande tolérance, on va dire, à l'amplitude et du coup, bah, ils sont peut-être moins il y a un système de rétrofeedback un peu moins réactif qui permet un peu moins de prévenir et aussi, surtout, parce qu'il y a pas ce même mécanisme de: «OK, si je sens que ça commence à être un peu trop, je me contracte, je me tends»
Ce qui peut être, ben, terrible si, je me tends alors que je peux pas résister à l'amplitude de là, ça claque de partout, c'est terrible. Par contre, dans ça, c'est quand même très rare. Dans la majorité des cas, si vraiment je produis beaucoup de force, j'empêche l'augmentation de l'amplitude et du coup, là, je me préserve puisque tout simplement, j'interromps le mouvement et c'est du coup des personnes, qui ont un peu moins ce truc de parce qu'il y a moins de force, parce que le système nerveux aussi est un peu moins réactif, il y a moins ce «verrouillage» entre guillemets donc voilà, il y a avantages, inconvénients dans les 2. Mais bien que ce soit, différent du réflexe myotatique, oui, ça je pense que c'est intéressant pour les gens de savoir qu'en fait, le corps, il est blindé de capteurs et de récepteurs de partout et Ouais. donc en fait, qu'on les utilise plus ou moins bien, l'information est là, elle est disponible Mmh. et je pense que c'est un élément sur lequel tu reviendras, le fait qu'on peut sentir et du dans les indicateurs, comment on sait, comment on sent et cetera. Bref, Ouais. je referme la parenthèse, je te redonne la parole. Carrément, carrément, c'est totalement ça, c'est avant tout le cerveau qui nous limite dans notre amplitude, pas tant la longueur des sarcomères, donc des fibres, tu vois? Mais plus, même si je crois quand même que moi, je suis pas un expert non plus sur la partie biologie et cetera, tu vois? Mais, je sais qu'on peut vraiment allonger la longueur de nos fibres, de nos sarcomères, mais en soi, c'est surtout avant tout du nerveux, tu vois? C'est pour ça qu'en mobilité, on travaille beaucoup sur, des contractions, d'isométrie, excentrique et cetera, pour apprendre au cerveau à générer de la force dans les amplitudes et à apprendre à relâcher, les muscles dans cette zone-là, prendre confiance et petit à petit, c'est comme ça qu'on arrive à faire des merveilles comme Jean-Claude Van Damme, qui d'ailleurs, je trouve ça assez extraordinaire, tu vois? Qu'un mec dans son temps, dans les années, je sais pas, 80, c'était les années 80, Ouais, JVD, ouais. et que le mec, il te fasse des trucs, il avait un physique de fou en plus, mais même en termes de mobilité, c'était insane, quoi. Moi, je me dis, waouh, le gars, il avait des prédispositions clairement, mais c'est fou quand même d'avoir réussi à atteindre un niveau comme ça à son époque. Euh, Ouais. Là, aujourd'hui, même avec toutes les connaissances qu'on a, un mec qui fait un grand écart comme lui, t'en vois pas dans toutes les salles, quoi, tu vois. Donc, Ouais, bah, j'ai pas envie d'ouvrir trop de parenthèses, mais moi j'ai quand même envie de rendre hommage à cet homme-là qui, ben, il est plus trop connu. Je pense que c'est plus notre génération, les mecs la trentaine, la quarantaine, mais les nouvelles générations qui sont plutôt dans la vingtaine, enfin on va dire en dessous de 30 ans, je pense, bah, du coup, c'est un mec qui est passé un peu à la trappe, bah, ces films ils sont devenus, old school, tu vois? Genre surtout les films d'action, machin et tout, ah ouais, c'est devenu les effets spéciaux de l'époque, qui commencent à dater, tout ça. Même les scénarios, ils sont vraiment trop caricaturaux. Bref, mais c'est un mec, il a été vu, il a été connu grâce au grand écran dans des rôles très caricaturaux justement et pour moi qui ne rendent pas du tout justice à la profondeur de l'homme. C'est un mec qui a une approche très, profonde de la vie, parce que, ben, il a eu une approche, par les arts martiaux tels qu'ils étaient originellement avec beaucoup de spiritualité, beaucoup de valeurs avec les vieux maîtres et tout. Hem Et du coup, c'est un mec qui, pour moi, c'est l'un des grands pionniers de ce que j'appelle la spiritualité incarnée. Pour moi, dans la spiritualité, il y a beaucoup de gens qui sont dans la dissociation du corps justement, qui cherchent à se retirer de l'existence et cetera et ça donne un peu les trucs, déconnectés, wou tout ça. Et il y a un d'autres courants de la spiritualité dont moi je m'insère, avec ferveur, qui est la spiritualité incarnée. OK, on part de la matière, on part du corps, on part de la chair et à partir de là, on approfondit. Et les arts martiaux font particulièrement partie de cette approche-là et du coup, un type comme ça, il y a quelques interviews d'ailleurs pour les gens qui voudraient creuser, il y a quelques interviews de lui où il parle de trucs, mais tu dis: «Waouh, c'est lui qui raconte ça!» Moi, c'est l'effet que ça m'a fait la première fois parce que, comme tout le monde, j'ai été conditionné à l'image un petit peu que je m'étais faite de lui et c'est vraiment un type qui, pour moi, est une très bonne représentation de OK, on peut être dans ce magnifique développement du corps, de la matière et cetera, grâce c'est pas juste il y a ça et ça, c'est grâce au fait que, OK, ce mec-là, il était habité, il sentait les choses à l'intérieur de lui. Pour moi, c'est un peu l'équivalent très moderne. Bah, c'est quand même un peu éloigné, mais de Socrate. Les gens, ils savent pas que Socrate, on le connaît comme un grand philosophe et cetera, mais c'était un guerrier, mais féroce sur le champ de bataille. Il était dans les premières lignes et cetera. Et les gens, ils savent pas tout ça.
Mais encore une fois, on parle de spiritualité incarnée, on parle d'un mec qui peut parler de la beauté du monde et cetera et en même temps qui va pas à la guerre la fleur au fusil comme on dit, tu vois? Même s'il y avait pas de fusil à l'époque quoi, tu vois? Genre c'est un mec il fait la part des choses. Bref, donc je referme la parenthèse, c'est pas l'objet du podcast, mais voilà, je pense que ça méritait quand même de lui rendre justice à cet homme. Il incarne de choses vraiment, qui méritent d'être mises en valeur, quoi. C'est un personnage que je connais pas trop au-delà de ses capacités athlétiques, mais ce serait intéressant peut-être de creuser ça dans un autre podcast. Mais du Mmh. coup, pour revenir sur le sujet, donc ta question initiale qui était quand est-ce qu'on sait en gros, comment est-ce qu'on situe la ligne rouge un petit peu dans ça, dans notre entraînement, et savoir si un mouvement est bon pour nous ou pas. Ouais et même excuse-moi, juste, c'est quoi les grands types de situations dans lesquelles on peut se mettre en danger? On a déjà parlé un petit peu d'une amplitude trop grande, surtout avec une charge trop importante. Est-ce que, voilà, tu saurais dire, aller comme ça à la levée, ou répertorier les différents cas de figure où tu vois les gens se mettre en danger physiquement pour que les gens puissent, déterminer: «OK, ah, dans ce cas-là, vu qu'il y a tel paramètre en jeu» ou il y a déjà un terrain potentiellement dangereux et après on ira dans les indicateurs de: «OK, là, je sens que ça va pas» ou «Là, tranquille, tout va bien». Hmm. Bah, je dirais, c'est les mouvements, les gros mouvements où on peut mettre très lourd. C'est là où il faut faire le plus attention. Donc, on est sur le squat, le soulevé de terre, le développé couché dans une certaine mesure. Ça dépend comment on le fait, mais quand même, c'est un truc qu'on a quand même tendance à mettre assez lourd assez vite. Voilà, déjà, ces trois mouvements-là, je pense que c'est là où les gens se blessent le plus. En tout cas, c'est là où ils créent peut-être le plus de dommages sans s'en rendre compte. Et après, ils peuvent se bloquer ou se faire mal sur un petit mouvement, tu vois, un petit mouvement d'isolation ou de machin, mais parce qu'ils sont fatigués à la fin de la séance, etc. Mais parce qu'ils ont créé une surfatigue sur ces mouvements-là, soit à l'échelle de la séance, soit à l'échelle de semaines, mois, années, tu vois. Donc, je pense que c'est ces trois mouvements-là où il faut vraiment être vigilant. Sinon, pour le reste, globalement, il n'y a pas trop y a pas trop de risques, quoi. À part si vraiment t'as une mobilité très très limitée sur une articulation. Mais tu vois, si t'es jeune, c'est pas trop le cas. Donc toutes les machines, les machins, globalement, t'as peu de chances de te blesser là-dessus. Mmh. Euh, voilà. Après, avec l'âge, évidemment, il peut y avoir des petites choses, mais globalement, c'est ces trois mouvements-là, je pense, sur lesquels il faut vraiment être vigilant. Je sais pas si ça répond un peu à la question que tu avais. Ouais. Carrément et parce qu'il y a probablement des crossfitters ou des gens Ah qui, oui, voilà, j'ai oublié. s'intéressent à sortir de la muscu classique. Moi, j'ai envie de dire que en dehors des grandes enfin, des amplitudes plus ou moins grandes, mais effectivement, l'amplitude, c'est déjà un premier paramètre sur lesquels on met de la charge, concrètement, ce que tu viens de dire. Et effectivement, il y a des mouvements qui sont beaucoup plus, propices que d'autres. Il y a aussi, la vélocité, le fait de développer de la puissance et de mettre de la rapidité dans le mouvement. Ouais, D'ailleurs, dans les sports, voilà, les sports en dehors de la salle qui sont pratiqués, c'est souvent dans les gestes très, très rapides, très puissants qu'il y a le plus ouais, de blessures. ouais, Et du coup, parce que, bah, voilà, certaines personnes sont fans, par exemple, des, keeping pull-up, par exemple. Bah, faire des keeping pull-up, parce qu'il peut y avoir non seulement du moment enfin, on crée du momentum, c'est pas hyper du c'est on crée du momentum et que, on utilise là, pour le coup, beaucoup le réflexe méthodique. Le réflexe méthodique, c'est quoi? C'est, je peux le faire avec mon bras, par exemple. Je tends, rapidement et fort mon bras et parce que mon biceps, il est tendu, bah, là, rien qu'en faisant ce mouvement-là, en fait, je choisis pas vraiment de faire revenir le bras revient assez vite. Pourquoi? Parce que en contractant mon triceps là, en faisant se tendre mon bras, bah, si je le fais doucement, bah, il se passe rien. Mais si je le fais rapidement, ben, pour en fait protéger l'articulation, pour pas que mon avant-bras, aille au-delà et que je luxe mon coude et ben, en fait, mon biceps se contracte pour ramener l'avant-bras et c'est ça le réflexe myotatique et du coup, bah, dans certains mouvements, par exemple en bas du squat, certaines personnes vont le sentir, ils vont faire un rebond, ils vont sentir qu'ils vont relâcher un petit peu à la fin du mouvement pour hop, faire rebondir le bassin et pouvoir remonter plus facilement. On a des prédispositions ou pas au réflexe myotatique et certaines personnes qui intuitivement le font pas parce que,
Le fait d'étirer leurs muscles comme ça, bah, soit déjà, ils sentent qu'il y a un risque et le système nerveux, il verrouille déjà ça. Mais, au-delà de ça, il y a certaines personnes qui n'ont pas l'élasticité musculaire et il y a un neurotransmetteur qui aide à ça aussi et du coup, bah, parce que les qualités musculaires et nerveuses sont pas trop là, bah, cette personne-là ne gagnerait pas vraiment parce que ça il y a une petite perte de contrôle du mouvement, donc il faut pouvoir le récupérer le mouvement derrière et voilà, certaines personnes pour ça marche pas très bien, c'est pas efficace. Mmh. Mais pour certaines personnes, elles le sentent et ça, c'est autant les femmes que les hommes. Hop, il y a ce petit, rebond ou bien parfois même c'est créé. Par exemple, il y a des gens, ils font exprès de laisser tomber un petit peu la barre sur leur soulevé de terre parce que si le sol est suffisamment élastique, notamment les grosses dalles là de caoutchouc et ben, hop, ça initie déjà la remontée et pour certaines personnes, c'est le en bas que c'est le plus difficile. Donc juste pour dire que, aller chercher un petit peu de vitesse ou même parfois du relâchement pour, faciliter ce cycle étirement-contraction au niveau des fibres musculaires, heu, ça donne de la puissance, c'est très bien, mais c'est aussi ça met les fibres dans leur, étirement maximum, bah, pour que comme l'élastique, hein, je le tends comme le lance-pierre, tchoum, pour qu'il revienne plus fort, plus vite, bah, faut une tension très forte et c'est là que ça peut sauter, c'est là que ça peut faire mal. Donc voilà, j'avais juste envie de rajouter que pour moi, il y a 3 paramètres. Il y a l'amplitude, plus on met d'amplitude, plus on met l'articulation et le muscle en danger. Par rapport aussi à une charge, plus la charge est lourde, plus, bah, on prend de risques tout simplement parce que plus il y a de tension mécanique sur les fibres musculaires et plus on met de vitesse et ben, moins on peut ralentir, récupérer le mouvement, le reprendre en main. Donc si je mets les 3, si je mets beaucoup de charge, beaucoup d'amplitude, beaucoup de vitesse, alors là et intuitivement, c'est des choses vers lesquelles on va pas, en tout cas quand on maîtrise pas. Par exemple, ça me viendrait jamais à l'esprit de prendre une grosse pierre assez lourde, limite c'est déjà difficile de la porter à une main et de chercher à la balancer comme si je balancerais une petite pierre. Bah non, parce que déjà, l'épaule, le coude, il y a plein de choses qui risquent de partir en couille. On chercherait plutôt à lancer un truc à 2 mains avec une amplitude très limitée et avec le soutien de l'autre main et cetera, plutôt que d'envoyer loin derrière et tirer le muscle à fond très vite et bam! Bah, voilà, pour la plupart des mouvements, c'est ça, sauf quand on et pour moi, c'est un des premiers indicateurs, quand on croit connaître bien le mouvement et c'est vrai qu'on le connaît parfois à force de le faire des centaines, des milliers de fois et ce qui peut induire en erreur. Mais je te redonne la parole. Ouais, complètement. Et c'est vrai que bah, c'est un gros point que j'ai complètement sorti de mon esprit parce que j'étais focus muscu, mais la notion de vitesse, c'est clairement ce qui, je pense, bah, en fait, je pense que c'est le premier facteur de toute façon de blessure hein, dans les salles au global. Et spécialement ouais, sur les mouvements dont tu parles, et CrossFit, c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de blessures dans ce sport. Parce que bah, la vitesse fait que on est amené à aller justement dans des zones où on n'a pas ce contrôle neuromusculaire, tu vois, nerveux. On n'est pas capable de générer de la force dans ces amplitudes. On y est emmené de force à cause de la vitesse et de la charge, qui souvent est trop importante. Même des fois, pas tant, mais comme on va dans cette zone-là de manière très rapide, et bah, du coup, là, le corps, bah, on est amené dans cette zone où bah, les fibres elles sont étirées très vite, donc elles peuvent casser en quelque sorte. Ou alors, justement, il va y avoir ce réflexe aussi myotatique dans ce moment-là qui va accentuer le truc. C'est toutes les enfin, pas les lombalgies, mais tu sais, le fait de se bloquer, comment on appelle ça alors, Ah, on se bloque euh, les, ouais, les lombagos, par exemple. C'est l'exemple ouais. le plus simple, mais torticolis, lombago, c'est là où en général on se le fait le plus. C'est vraiment ce truc, ce mécanisme où en fait on est allé dans une zone où le corps n'était pas en capacité de générer de la force. Du coup, il a un peu paniqué. Il a contracté très fort la zone et donc on se retrouve avec un muscle qui est hyper contracté, hyper dur et donc ça fait hyper mal. On n'arrive plus à se baisser, on n'arrive plus à rien faire. Et là, il faut bah, justement laisser 2 3 jours de repos actif en général quand même un minimum pour montrer au cerveau qu'on peut bouger dans cette zone-là petit à petit un peu plus sans que on génère un surréflexe myotatique et du coup bah le cerveau il apprend à relâcher le muscle et puis petit à petit on retrouve ses capacités comme ça ça peut être assez rapide hein, en 1 semaine 2 semaines sur une grosse lombago on récupère totalement notre dos
à condition du coup de voilà, d'y aller très progressivement et de montrer au cerveau que on peut bouger dans cette zone-là, pas rapidement, pas trop fort, pas etc. Donc ouais, la notion de vitesse, c'est une des premières notions qui rentre en compte dans la blessure. C'est vrai que c'est moins le cas dans les salles. Dans les salles, je pense que c'est pas tant la vitesse, mais c'est plus la charge qu'on subit parce qu'on la met trop lourde, du coup, elle nous pousse à aller dans une zone où vraiment on ne devrait pas aller, et donc c'est là où on peut se faire mal, ou alors ça crée de l'usure à force sur une articulation, voilà, qui bouge pas bien dans cette amplitude-là, même si on a, on va dire, une mobilité qui est proche, elle n'est pas totale. Et du coup, bah, à force, on use, on use, on use, on use, et puis à un moment, bah, soit ça crée des irritations, des inflammations de la capsule articulaire, etc. Et donc, bah, ça fait qu'on se blesse. Ou alors, voilà, les mouvements rapides, haltéro, etc. Donc, euh, donc voilà, si on récap, haltéro, tous les mouvements rapides avec de la vitesse, euh, passe l'haltéro en soi, mais c'est un des plus gros euh, leviers où on a à la fois charge et vitesse. Tous les mouvements de gym, même au poids du corps, du coup, qui peuvent aussi être très déclencheurs. Tu donnais les tractions keeping, clairement, les toast to bar, tu vois, je pense ce genre de trucs, ça, déchirure des abdos, des machins, doit y en avoir. Euh, Soulevé de terre, squat, développé couché quand on est plus dans une pratique de muscu pure. Voilà, je pense que là, on récap plutôt pas mal les gros éléments sur lesquels on sait qu'on doit faire gaffe à l'entraînement. Carrément. Et moi, un cas de figure que j'ai vu se produire, assez souvent et notamment pour les bras, alors plus chez les mecs, mais c'est par exemple le fait de c'est un cas de figure à part, mais je pense que ça peut être intéressant quand même de le mentionner, c'est quelqu'un qui fait une bonne séance bras, genre un jour et genre, voilà, vraiment il a fait un bon volume, grosse intensité, grosse charge et cetera. Super séance et le lendemain, bah, par exemple, je sais pas, je sais pas, la voiture est bloquée ou quoi, il faut la pousser un peu ou il faut tirer un truc un peu lourd ou quoi. Le muscle, il est super fatigué, on est confiant, on est trop confiant, on tire trop fort sur le bras et là, ça pète. Mm. Donc c'est dans le cas où tu disais, voilà, on a surfatigue, musculaire, tu l'as déjà mentionné et Mhm. moi, c'est un truc vraiment, à chaque fois que j'ai entendu parler de ça, soit c'est des powerlifters qui, ont fait une grosse séance de bras et le lendemain, ils se disent: «Bah, voilà, je vais laisser les bras tranquilles, je vais faire du soulevé de terre» et là, on est exactement dans le cas que tu disais, charge, lourde. Souvent, c'est des mecs qui ont des mixed grip et du coup, bah, la main qui est en, supination, biceps, en position étirée, qui, produit un peu de force aussi pour garder la barre droite. Alors là, ça pète, sévère. Tous les powerlifters qui ont des ruptures, au niveau, biceps, c'est des Mm. mecs qui sont en mixed grip et qui généralement ont bossé, soit beaucoup le dos ou et cetera, enfin bref la veille et le lendemain ils font un soulevé de terre et boum ça pète. Ou pour les mecs qui sont plus, bodybuilding, muscu et cetera, c'est, voilà, ils ont fait une grosse séance, le lendemain ils étaient avec les potes ou quoi, ils ont voulu faire le mec ou ils ont voulu déplacer un truc lourd et boum ça a pété. Non, ouais, Mm. je pense que c'est intéressant de le mentionner pour que les gens savent que, bah, voilà, un bras, notamment les bras ou quoi, qu'on utilise tous les jours, en fait, même sans forcément vouloir bouger un truc très lourd. Si on a fait une grosse séance, attention, ça peut venir beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Ouais, carrément. De fou. Après, bon, là, on est moins dans la mobilité en elle-même, mais par contre, on rentre plus dans les indicateurs, donc le deuxième sujet que Ouais. tu donnais. À comment se situer, en fait? C'est ça qui est pas forcément évident. Comment savoir déjà, je pense, une question fondamentale, c'est de savoir est-ce qu'un mouvement est bon ou pas pour nous. Ça peut être assez difficile à identifier. Enfin, si on n'a pas l'œil expert, parce que évidemment, moi, par exemple, maintenant, je vois quelqu'un s'entraîner, j'arrive de suite à dire, tu vois, si, ok, là, on est en train de créer des tensions à des endroits qui sont pas intéressants. Mais en réalité, je pense que le premier indicateur sur ça, c'est le ressenti. C'est où est-ce que tu sens la tension. Si tu sens la tension, par exemple, tu fais des tractions, tu sens la tension à l'avant de l'épaule, ça veut dire que t'es pas en train de bosser ton dos, t'es pas en train de mettre la tension, t'en mets, hein, mais t'es pas en train de mettre le principal de la tension dans ton dos, t'es en train de le mettre dans ton épaule. Donc, ça veut dire, ok, ce mouvement-là, il n'est pas super adapté par rapport à ce que je cherche à bosser.
Et en plus de ça, je suis en train de générer de la tension dans un endroit où, au final, bah, j'ai pas envie de générer de tension sur cet exercice-là. Donc, bah, je sais que potentiellement, il y a une épaule qui est un peu raide, qui est un peu machin, tu vois. Typiquement, moi, l'exemple que j'ai récemment avec un client, c'est euh, en fait, il a les épaules en avant, tu vois. Les épaules en avant. Donc, en soi, c'est pas un problème d'avoir les épaules en avant, mais je sais que, ok, la façon dont il a habitué son corps à bouger fait que ses épaules partent en avant. Donc, il y a des muscles qui soit bossent pas bien, ou en tout cas ont du mal à se contracter comme elles devraient pour redresser un petit peu cette posture. Soit il y a d'autres muscles qui sont trop tendus vers l'avant, soit tout simplement il y a une capacité de mouvement dans l'épaule qui est trop limitée. Du coup, bah forcément, les muscles qui doivent tirer, ils n'arrivent pas à tirer. Et les muscles qui doivent aller dans l'autre sens, ils tirent dans l'autre sens, tu vois. Donc, tu as cette posture un petit peu en avant. Et donc, je lui faisais un exercice pour, pendant quelques temps, je lui faisais un exercice pour essayer de redresser cette posture, tu vois, et ce qu'on appelle le L-fly. Donc, tu prends un élastique, tu mets les coudes à 90 degrés, les paumes de main vers le ciel, l'élastique donc dans les mains. Et là, tu vas venir ouvrir en fait tes deux mains, pousser les pouces vers l'extérieur, tu vois, en essayant vraiment de tourner tes coudes à 90 degrés vers l'extérieur. Donc, en faisant ça, normalement, tu es censé générer de la tension dans l'arrière, tu vois, tout ce qui est infra-épineux, les rotateurs, même triceps, pardon, trapèze inférieur, ce genre de choses, tu vois. Sauf que lui, il le sentait à l'avant de l'épaule. Ah. Donc, j'ai quand même fait ça quelques semaines avec lui pour voir, tu vois. Ça bougeait pas. Il avait toujours cette tension à l'avant de l'épaule. Donc, ce que j'ai fait, c'est que on a complètement arrêté ce truc et à la place, on est venu étirer l'épaule donc en rotation externe. Donc, ça veut dire sa capacité à, si je mets le bras à 90 degrés à côté de ma tête et que je viens tourner la main vers l'extérieur, essayer de mettre la main vers l'arrière, bah, est-ce que j'arrive à mettre ma main loin derrière moi ou ça bloque très vite, tu vois. Et lui, en fait, il a une mobilité à ce niveau-là qui est pas incroyable. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu bah, l'étirer dans cette zone-là, apprendre à générer de la force avec des protocoles, etc., dans cette zone-là, pour lui faire gagner un petit peu d'espace capsulaire dans son épaule. Ensuite, on a mis une variante très similaire du premier exercice avec l'élastique, mais quand même un petit peu différente. Et là, il sent tout dans le trapèze inférieur, dans les épaules arrière, tu vois, pas devant, quoi. Donc là, je sais que l'attention, elle est au bon endroit. Je sais qu'on est en train d'améliorer les symptômes et pas de les empirer. Donc ça, c'était juste un exemple hein, pour faire comprendre que bah, la tension, là où on la sent, c'est un indicateur, il faut écouter le corps, c'est que, ok, la tension, si on la sent là, c'est que c'est là qu'elle est. Déjà, principe simple, tu vois, il n'y a pas besoin de complexifier. Donc, bah, si tu fais des tractions et que tu as mal enfin, tu sens la tension dans l'épaule, c'est que t'es pas en train de bosser ce que tu as envie de bosser. Ça, je pense que c'est le premier indicateur. Deuxième indicateur, je dirais, ça va être le lendemain de la séance. Où est-ce que tu as mal? Et comment est-ce que tu as mal? Parce il y a, il y a deux. Ça, c'est pareil, c'est pas évident à identifier parce que c'est avec l'expérience, un peu malheureusement, quand on se blesse, qu'on commence à capter. Mais il y a vraiment une douleur, une bonne douleur et une mauvaise douleur. La douleur qui est type courbature, elle est là les 2 premières semaines, à la limite, tu vois, ou les 2 premières séances, c'est OK. Par contre, si cette courbature, elle commence à se transformer un peu en gêne chronique, tu vois, en gêne articulaire, ou dès que tu commences à te baisser, exemple typique, le soulevé de terre ou le squat, tu fais du squat et le lendemain, tu as les lombaires qui sont chauds, tu vois, tu as les lombaires qui tirent. Si c'est la première fois que tu fais du squat sur ta prog ou sur ton cycle, ok, c'est normal, tu vois. Ça peut être normal en tout cas. Faut pas s'en inquiéter. Deuxième séance, c'est encore un peu présent, mais ça commence à diminuer. Troisième séance, voilà, à partir de troisième, quatrième séance, t'as plus de gêne, t'as plus rien. Là, je parle bien du lendemain de la séance, ou même d'ailleurs sur le moment, hein, mais le lendemain avant tout. Là, on est dans quelque chose, ok, on sait que la zone, elle s'est habituée, les muscles, ils ont appris à gérer la tension, et c'est bon, tu vois. Par contre, si ça commence à s'installer en j'ai besoin de m'étirer, tu vois, j'ai besoin de constamment bouger un petit peu, etc. Parce que je sens que dans cette zone-là, ça congestionne, ça prend de la tension constamment après mes séances. Bah, ça veut dire qu'on est en train de surcharger cette zone d'une manière où ça peut vite devenir de la douleur et une zone fragile
ou voilà, si on met de la vitesse, ça saute, tu vois, ça peut sauter. Donc ça, c'est un autre indicateur. Comment tu te sens le lendemain de ta séance? Est-ce que c'est vraiment voilà, une gêne type courbature, mais c'est ponctuel? Ou est-ce que c'est vraiment à chaque séance et de plus en plus ça devient une gêne, tu vois? C'est plus des courbatures vraiment, c'est une gêne, tu vois. Là, tu sais que tu commences à rentrer dans quelque chose ça va claquer à un moment. Voilà, il y a un truc qui va bouger à un moment, il y a un moment où tu vas te faire mal. Mais le truc, c'est que c'est pas toujours aussi linéaire que ça, malheureusement. J'aimerais bien dire que ça marche tout le temps comme ça, mais c'est pas le cas. Il y a des fois où tu te fais surprendre et boum, l'épaule est pète et ou tu vois un truc comme ça et ça te fait mal. Donc, déjà, je pense quand même si on écoute ces indicateurs-là, on réduit les risques. Et après, bah, ça va être de tester ces amplitudes, faire des exercices sans charge, sans rien, essayer d'aller chercher un petit peu comment est-ce que mon articulation elle bouge. Peut-être demander à des coachs, des experts dans le domaine pour faire un bilan, quoi, tu vois, un bilan articulaire simple de ok, comment bouge cette articulation-là. Et pour ça, bah, ça demande quand même de l'expérience. Je ne saurais pas dire, tu vois, comment on pourrait faire ça vraiment en tant que pur débutant, si ce n'est que déjà essayer de bouger, de voir un petit peu comment on se sent. Mais sinon, voilà, c'est vraiment de demander un regard extérieur d'un expert sur bah, comment bouge mon articulation. Et lui, il va de suite voir, parce que bah, c'est son métier. Est-ce que l'articulation, elle bouge bien? Ou est-ce que vraiment là, on est sur quelque chose qui est pas optimal? Voilà, là, je parlais vraiment des indicateurs pour, on va dire, réduire les risques. Est-ce que ça répond un petit peu à ce que tu avais en tête déjà? Ouais, en fait, l'intention derrière cette question, c'est comment est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent identifier ce qui est en train de se passer avant que ça devienne critique? Ouais, Parce que dans mon expérience personnellement, il y a jamais eu de problématique, digne de ce nom, on va dire, un claquage, un gros problème articulaire, même sans forcément aller dans la luxation, tu vois? Genre, une grosse inflammation, un épanchement de synovie ou ce genre de truc. Il y a jamais eu de problématique, voilà, quelque chose qui s'est manifesté, quelque chose qui devient mécanique. C'est pas juste genre une gêne ou quoi, non, un vrai problème. Ça ne s'est jamais produit dans mon expérience personnelle et en tant qu'athlète et en tant que préparateur physique, sans signe avant-coureur. mm, Le seul cas de figure où il y a quelque chose qui semble sortir de nulle part, c'est quand une personne, et j'en ai fait partie, pense qu'un fonctionnement qui dysfonctionne, c'est le fonctionnement normal. Si je fais par exemple, un mouvement. Et depuis toujours, ce mouvement-là, j'ai toujours fait avec, cette particularité-là, et je dis particularité parce que parfois on s'est tellement familiarisé avec un truc qu'on a oublié que c'est un dysfonctionnement ou que c'est une gêne ou que c'est un problème. Et du coup, ben, OK, j'ai considéré que c'était normal, en tout cas c'est ma norme, et c'est là que pour moi je fais toujours une distinction entre le naturel et le normal, parce que parfois la norme, ça peut nous induire en erreur. On peut avoir une norme depuis qu'on a commencé un mouvement, on a toujours eu un problème et on le savait pas. On l'a pas conscientisé, on l'a pas identifié, et du coup, en fait, il y avait quelque chose de pas du tout naturel qui se passait. Ceci dit, ben, on s'est dit: «Bon, bah, OK, ce mouvement-là, il se passe comme ça». Et le jour où on s'est dit, par exemple, moi ça m'est déjà arrivé: «Ah bah, je pense que si ce groupe musculaire-là ou bien si ce mouvement-là, je vais améliorer les performances, il faudrait peut-être que je fasse plus de ce mouvement que j'aime pas trop parce que il est pas ouf et tout», et du coup, ben, je le fais plus, et j'essaie de progresser dessus, et j'ai pas les prérequis en termes de mobilité comme tu l'as très bien désigné là, et là, boum, il y a un truc qui semble sortir de nulle part alors que c'est pas du tout le cas. Depuis le début, il y avait tous les indicateurs, et du coup, pour revenir à l'intention de la question, moi, je suis persuadé que quelqu'un qui s'écoute, et je trouve le premier indicateur que tu as donné, il est génial. Là où je sens la tension mécanique, du coup, ça veut pas dire, forcément dire une tension péjorative, délétère. Ça veut juste dire que, OK, là où se passe l'activité, là où je la sens, c'est là où ça se joue, c'est là où ça se passe, et du coup, ben, si par exemple, je fais des squats
et je sens dans mon dos, ah, il y a un truc qui va pas. Même sur mon soulevé de terre, si je sens que mes lombaires, c'est normal que les lombaires, bien évidemment, ils sont très renforcés et le soulevé de terre est génial pour avoir un dos, hyper résilient, qui n'aura jamais de problème parce qu'il est super bien renforcé et cetera. Mais si je sens que ça, alors là, en fait, ça veut simplement dire, comme tu le dis, que toute la tension mécanique, donc tout le travail musculaire, se concentre, ou en tout cas une grande partie, la grande majorité se concentre uniquement sur les lombaires. Bah là, bien évidemment qu'il y a une dissymétrie au niveau de la répartition musculaire et de, enfin bref. Et ça, je pense que sans rentrer dans des choses trop techniques de, voilà, des différents équilibres qu'on a au niveau des différentes chaînes musculaires, parce que bon là, il y a toute une «science» entre guillemets là-dessus. Instinctivement, si on est présent, si on est conscient de ce qui se passe dans son corps, on n'est pas juste dans sa tête, comme on l'a dit, vision tunnel, il faut que je fasse ça, il y a que ça qui compte, nanana. Bah, en fait, on a tous les signes avant-coureurs, on sent qu'il y a un truc qui va pas, on sent que même si ça c'est pas que ça risque de péter, mais non, là, il y a un truc, c'est je et moi, ce que j'observe qui est souvent frustrant, et moi, du coup, je le donnerais comme indicateur supplémentaire, c'est que quand je me dis: «Ah, là, il y a un truc qui va pas, mais ça me fait chier» ou «mais je sais pas faire autrement», Mmh. toutes les «mais» qui nous mettent dans une impasse, «Je sais pas faire autrement, ça me fait chier, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de, prendre du temps pour m'en occuper, j'ai pas envie de payer un coach pour ceci», et du coup, je me mets dans une impasse, et du coup, ben, parce que je suis dans une impasse, je me dis: «Bon, bah, OK, allez, je vais y aller, je vais bourriner, je vais, ou bien je vais m'habituer à ça, je vais». Et là, c'est de la compromission, c'est pas de l'adaptation, et pour moi, se compromettre, ben, c'est, déjà dans l'instant commencer à se tirer une balle dans le pied, et ça mène forcément à une compromission qui est de l'ordre de, un truc qui pète, qui lâche, qui fait mal. Donc moi, je crois que honnêtement, rien qu'avec ce premier indicateur que tu as donné, on peut parer à toute situation. Ouais, après, c'est toujours pareil. C'est comme tu dis, je pense, en tout cas, dans la muscu, c'est vraiment prévisible. Tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ne pas se blesser, ça reste relativement prévisible, à condition de s'écouter et déjà juste ça, tu vois. Je pense sincèrement, après, dès que tu commences à mettre de la notion de vitesse, de tout ça, même quand tu t'écoutes, et surtout sur des athlètes de haut niveau qui se connaissent très bien, ça peut être très subtil parce que il faut qu'ils poussent la machine. En fait, ils sont obligés, tu vois. Je prends les exemples de Kevin Mayer. Il avait une gêne au tendon d'Achille, tu vois. Il a poussé la machine. Il savait, hein. Il savait qu'il prenait les risques et boum, ça a pété à un moment. Mais c'est un niveau différent. Le mec, il sait exactement ce qu'il fait. Il connaît les risques qu'il prend. Il sait tout ça, tu vois. Donc, dès qu'il y a la notion de vitesse, etc., il y a quand même des choses qui sont beaucoup plus difficiles, je pense, à anticiper. Et donc, il y a besoin d'un renfort global, d'une préparation physique générale, articulaire, etc., qui a besoin d'être beaucoup plus importante. Mais en général, tu es accompagné à ce niveau-là. En termes de muscu pur, même haltéro, crossfit, etc., je pense que ça reste vraiment assez prévisible, à condition de s'écouter. Franchement, je pense que ça, c'est déjà simple. Et après, pour reprendre ce que tu disais sur euh, voilà, la tension mécanique à un endroit spécifique, on la ressent. Moi, une image que j'aime bien donner, c'est, tu sais, l'image d'une chaîne. Et on est aussi faible que le maillon le plus faible, ou aussi fort que le maillon le plus faible de la chaîne. Donc, voilà, on peut avoir tout qui est fort, mais s'il y a un endroit où bah, c'est fragile, et que c'est là que ça prend, c'est là que ça va péter. Et quand on parle de péter, on dit pas forcément voilà, une déchirure ou un truc comme ça, mais ça peut être une inflammation, une tendinopathie, ce genre de truc. Et du coup, ouais, la tension, le ressenti de la tension, pour moi, c'est un des premiers facteurs, spécialement en muscu, où on peut anticiper 99% des trucs, quoi, tu vois. J'ai donné un chiffre complètement au hasard, mais en tout cas, une grosse majorité des blessures, des machins, et respecter le principe de surcharge progressive avec ça, et après on est bien, tu vois. Moi, depuis que je fais ça, bah en fait, je me blesse quasiment plus, même si ça m'arrive de faire des petites bêtises, des petites erreurs, mais à chaque fois, c'est quand je mets une composante de vitesse. Ouais. Tu vois, là, je me suis fait une tendinopathie à l'ischio, là que je traîne depuis un certain moment.
Je me le suis fait parce que j'ai fait VMA, séance VMA, donc c'est en gros, je ne vais pas définir ce qu'est la VMA, sinon on part trop loin, mais c'est une séance de course à pied assez rapide. C'est pas du sprint, mais c'est quand même une séance de course à pied assez rapide. C'était un effort que j'étais pas forcément habitué de faire et que j'ai décidé de faire sur un tapis incurvé, Ok. pas les tapis plats. Ouais. Tapis incurvé, c'est pas terrible pour l'ischio parce que là où tu viens poser ton pied, tu viens le poser à un moment où ton ischio est tiré au maximum. Normalement, le sol, il est plus bas du coup que le tapis incurvé. Du coup, tu as un tout petit peu moins d'amplitude, d'étirement d'amplitude sur ton ischio. Ce qui fait que, bon, à part si tu vas très vite sur les sprints, etc., c'est là où il y a les plus grosses blessures. Mais sur de la VMA, normalement, c'est pas là où tu te fais mal. Sauf que, bah, moi, je l'ai fait sur ce tapis incurvé là, j'ai pas pensé à ce truc. J'ai mis de la vitesse, du coup, quand même, une certaine notion de vitesse, même si c'était pas du sprint total. Et j'ai mis beaucoup de volume. Enfin, beaucoup. J'ai pas mis tant de volume que ça, mais par rapport à ce que j'étais habitué de faire, j'ai mis plus de volume. Et du coup, bah, je pense que c'est vraiment ça qui a créé une fragilité sur mon ischio. Et après, juste en courant un petit peu les jours d'après, bah, boum, je me suis déclenché la tendinopathie, tu vois. Et, euh, et ça, je l'ai pas vu venir, tu vois. Malgré toute l'expérience, les machins, les trucs, je me suis dit, allez, c'est bon, tu vois, je peux faire une petite séance VMA tranquille sur un tapis incurvé. Et mon corps, il va tolérer, tu vois. Et ben non, il a pas totalement toléré. Donc, bah, c'est ok. Maintenant, j'ai l'expérience. Je sais que ce tapis-là, dès que je cours dessus, je sens mon ischio qui chauffe. Donc, je cours que sur du plat. Je commence à connaître les vitesses sur lesquelles il faut que je fasse attention, tout ça. Et ça me permet du coup de rééduquer mon ischio. Et le jour où je reviendrai derrière, bah, je respecterai ce principe de progressivité, je respecterai toutes les limitations que je connais par rapport à ça, et ça se passera très bien. Et donc je sens que maintenant je me blesse de beaucoup. Enfin, c'est certain, je me blesse beaucoup moins qu'avant, parce que j'écoute mon corps et j'applique vraiment ce principe de progressivité, où j'essaie pas d'aller trop vite, d'en faire trop d'un coup, etc. C'est là où on se blesse, quoi, en règle générale. Et deuxième truc, c'est l'épaule sur les burpees. Alors là, j'ai de la chance parce que je me suis pas vraiment blessé. Mais j'ai senti, tu vois, juste en redescendant sur le burpees, donc vraiment la phase où tu as l'excentrique rapide, tu vois, donc l'étirement de la fibre qui est rapide, avec le poids, mon poids, pas total, pas tout mon poids, mais une partie de mon poids, bah paf, j'ai senti, tu vois, douleur. Donc j'ai fait hyper attention sur le reste de la séance et maintenant je m'échauffe bien l'épaule, je fais des pompes, etc. avant pour bien préparer la zone. Et là, j'ai plus de problème pour le moment, tu vois. Mm. Donc j'ai évité la blessure parce que je me suis un petit peu fait surprendre sur ça. Mais c'était juste assez, on va dire, pour pas me blesser, tu vois. Et de suite, boum, je réagis. Ok, j'ai senti, là, c'était pas terrible. Si prochaine séance, je repars comme ça, comme un abruti, etc., je sais que j'ai une zone fragile ici, ça va pas le faire, tu vois. Donc je prends le temps de m'échauffer, etc. Et je pense que maintenant, ça va le faire global, enfin, ça va le faire, tu vois. Donc, ressenti et progressivité, pour moi, c'est les deux maîtres mots de la non-blessure. Ok. Donc si on se fait un récap de ce qu'on a dit jusqu'à présent. Hem, 1 chose, faire attention, la mobilité, ça n'a rien à voir avec la souplesse, enfin, c'est très différent en tout cas et c'est indispensable. La souplesse, elle est pas du tout indispensable pour avoir un corps athlétique. En revanche, la mobilité, elle est indispensable pour avoir un corps athlétique et il y a pas besoin d'une mobilité de fou. On a pris des exemples assez avancés comme Jean-Claude Van Damme et autres qui nous font Oui. un grand écart. Il y a pas besoin de ça pour avoir un corps athlétique. Ceci dit, cette notion de voilà, moi je vais revenir sur, des choses qu'on a déjà dit, avoir une mobilité animale, savoir faire, voilà, des déplacements ou des appuis sur les bras, sur les jambes, à 4 pattes et cetera, avoir les bras dans l'espace arrière, avoir la hanche en grande ouverture de hanche, que ce soit la jambe vers l'arrière ou la jambe sur le côté. Voilà, les trucs assez basiques, ça effectivement, ce sera nécessaire, surtout si en fait, les mouvements qu'on fait requièrent ce genre d'amplitude, même si c'est pas autant, mais je dirais qu'il y a une règle qui est assez intéressante à suivre, c'est j'ai toujours un peu plus de mobilité que celle que j'utilise dans les exercices où je charge vraiment. Ça, je Ouais. pense, c'est vraiment une bonne règle à suivre. Juste à ça, quand on fait ces mouvements-là, de les faire lents, Ouais, surtout au début. ouais, Et là, déjà, on prépare bien le terrain, quoi. absolument. Donc, on a besoin de mobilité.
Et du coup, bah, on en revient à l'épisode où, c'est important d'inclure dans ses entraînements et pour avoir un corps athlétique, on a besoin de mettre dans ses entraînements et dans son programme du développement de la mobilité. Ce qui d'ailleurs, quand c'est bien fait, heu, n'est pas contraire à développer du muscle. C'est pas une «perte de temps» entre guillemets comme certains pourraient le penser. On peut tout à fait développer du muscle, en faisant de la mobilité. Ça, c'est un autre sujet, on en parlera peut-être une autre fois. Et donc c'est très convergent, c'est très compatible. Ensuite, à chaque fois, on a dit que, il y a un ressenti qui ne correspond pas au ressenti souhaité, désiré, ce ressenti cible, on va dire, bah, voilà, je suis une femme, j'ai envie de développer mes fessiers, je fais du soulevé de terre jambes tendues ou des fentes ou peu importe, je sens pas mes fessiers ou en tout cas je sens ailleurs. Bon, bah, OK, même sans parler de potentiel problème de mobilité, il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre l'exemple du hip thrust, très populaire chez les femmes. Il y a, beaucoup de femmes qui se disent: «Bah, voilà, c'est un exercice phare, je suis censé le faire donc je le fais», mais qui ressentent dans la partie inférieure de leur quadriceps, la partie qui est proche du genou. Pourquoi? Parce que, bah, du fait de leur anatomie et du fait de la manière dont elles se placent pour faire le mouvement, ben, il y a l'extension du genou qui rentre en compte pour faire monter le bassin, plus que la contraction de la chaîne postérieure et notamment du fessier. Et du coup, bah, OK, si je sens une grosse congestion ou de la contraction musculaire forte, de la chaleur, toutes ces sensations caractéristiques de la contraction musculaire plutôt dans mes quadris, que dans mes fessiers, bon, bah, clairement, je peux savoir qu'il y a un truc qui va pas. Donc ça, cette notion, cet indicateur de sensation, je pense que c'est vraiment le truc s'il y a un truc à retenir de cet épisode, c'est vraiment ça. Et après avoir à l'esprit que, si je récapitule bien, que du coup, hem, le premier élément, c'est de gérer l'amplitude articulaire. Si je gère correctement l'amplitude articulaire avec très peu de charge, que ce soit mon poids de corps ou encore moins, OK, je peux commencer à charger. Ça, on en avait déjà parlé aussi un peu la dernière fois. OK, quand je commence à avoir une grande amplitude avec une charge modérée, de plus en plus importante, je vais commencer à me permettre de mettre un petit peu plus de vitesse et là, je reviens sur ce que tu disais juste avant. Je commence lentement. Ah, on pourrait faire un tableau avec, différents curseurs avec trois échelles. Le premier truc, ce serait, pas de charge, pas de vitesse ou en tout cas très peu de charge, grande lenteur, aller chercher de plus en plus d'amplitude. Et une fois que j'ai une grande amplitude avec grande lenteur, petite charge, je dirais que je mets un peu plus de charge, comme tu le disais, pour, permettre au système nerveux de gérer plus de contraintes, que ce soit de la gravité de mon poids de corps ou plus de et cetera. Et une fois que j'ai, cette amplitude sur lesquelles j'ai ajouté de plus en plus de charge, à ce moment-là, je sors de ma lenteur, ou en tout cas je l'augmente progressivement vers de plus en plus de vitesse et du coup là, je peux arriver au summum qui est, une amplitude importante avec une charge relativement importante et une vitesse relativement importante et après on peut jouer avec les différents indicateurs et cetera mais je pense que ça, c'est l'échelle vraiment à respecter en termes de facteurs qui impacte la mobilité et potentiellement l'intégrité Mmh. à suivre pour éviter les trucs où: «Oh, je l'ai pas vu venir, c'est arrivé un peu trop vite». Ouais, et associé à ça, le premier facteur vraiment important de tension dont on parlait, où voilà, si tu respectes tout ça, mais que tu sens quand même de la tension au mauvais endroit, c'est qu'il y a un truc qui tourne pas. C'est vraiment Carrément. après. C'est d'abord la tension et ensuite, faire ces trucs-là, enfin, c'est les 2 en même temps, mais voilà, quoi. Et d'ailleurs, tu vois, pour donner un exemple, sur, moi, mon parcours, où j'ai vraiment respecté à la lettre ce processus, c'est le squat. Le squat, j'ai pendant un moment, en fait, j'avais une douleur à la hanche, etc., qui faisait qu'à chaque fois que je squattais, j'avais mal au dos le lendemain. Et du coup, voilà, moi je me suis dit, je veux un squat parfait, je veux le squat de l'haltérophile, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu à la base de la base, poids du corps, à essayer d'aller le plus profond possible. Je me filmais, je prenais plein de photos, de comparatifs, de machins, de trucs pour essayer de comprendre comment positionner mes genoux, mes hanches, mes pieds, etc. Les premières fois, j'étais le plus bas possible, mais j'avais une position horrible, j'avais mal partout, c'était
terrible, quoi. Mais je mettais aucune charge. Et surtout, j'essayais de passer du temps dans cette amplitude-là. J'essayais de rester 20, 30, 40 secondes, une minute. Enfin, voilà, de passer juste du temps dans la zone pour habituer mon corps à tolérer cette amplitude. Et ce qui est assez fou, c'est que j'ai fait ça et petit à petit, j'ai commencé à gagner en aisance. Et aujourd'hui, tu vois, après j'ai commencé à charger, donc j'ai commencé à mettre un petit peu de charge, mais le moment où j'ai commencé à charger, je sentais déjà que j'arrivais à aller beaucoup plus profond que ce que je faisais juste avec une barre à vide, et encore c'était un PVC, tu vois, donc c'était pas de charge, quoi. C'était vraiment au poids du corps, j'arrivais à aller plus loin avec de la charge, moins de gêne, moins de douleur, moins de tout ça, et pourtant j'étais beaucoup plus profond dans mon amplitude, tu vois, alors que j'avais de la charge. Et j'ai commencé très petit comme ça, tu vois. Et petit à petit, j'ai commencé ensuite à rajouter de la charge. Et là, je sentais que j'étais de plus en plus à l'aise dans l'amplitude, voire même que j'arrivais encore à progresser en amplitude en rajoutant de la charge. Mais à ce stade, je commençais vraiment à connaître le mouvement, la position, etc. Donc, je me mettais pas en danger. Je savais que je me mettais pas en danger dans ce process. Et puis petit à petit, je suis monté. Et là, aujourd'hui, tu vois, dernier squat 110 avec la full amplitude, alors qu'il y a c'était quoi, il y a... J'ai commencé peut-être en juin de l'année dernière, donc 6 mois, on va dire 7 mois, tu vois. En 7-8 mois max, bah, je suis passé de un squat vraiment poids du corps qui fait mal, qui est pas agréable en tout cas, à un squat à 110 kilos. Donc en soi, ça peut aller assez vite aussi quand on applique bien le truc. Et là maintenant, je sais que si je voulais commencer à mettre une composante d'haltéro, en fait, tu vois, je pourrais faire un clean à 40-50 kilos sans mettre en danger du tout mes hanches ou tout ça. Et que pareil, je suivrai le même process, je commencerai à augmenter mes charges progressivement jusqu'à ce que mes hanches tolèrent la vitesse associée à l'amplitude et ainsi de suite, quoi. Donc j'ai Yes. vraiment suivi ce process, très lent au début, je commence à mettre de la charge, toujours en essayant de conserver la vitesse lente, et puis petit à petit j'ai commencé à mettre de plus en plus de charge, la vitesse augmente aussi légèrement, jusqu'à potentiellement la partie altéro, que j'ai pas commencé encore, mais où je sais que maintenant ça poserait pas de problème, quoi. Ouais, je trouve ça génial d'avoir, récapitulé ce qu'on a dit dans une illustration concrète, dans un exemple et finir aussi sur cette notion d'humilité, parce que, ben, c'est concrètement ce que ça demande et c'est concrètement, ce qui est le plus difficile quand on est dans une approche, plutôt, égo de vouloir à tout avoir bien dès le début ou de vouloir prouver ou de vouloir y arriver vite et cetera. Bah, ouais, bien évidemment, là, c'est là que on fait les mauvais choix et voilà, avant, tu pouvais squatter et tu pouvais faire du muscle et voilà, tu avais cette gêne et parfois ces blessures, ces inflammations au niveau, hanches et cetera. Mais en gros, tu pouvais squatter et du coup, pareil, c'est un très bon exemple de, bah, OK, tu as décidé de tout reprendre de zéro, humilité et ça t'a permis aujourd'hui de, ben, être au top, de plus avoir ces problèmes que tu avais avant et j'imagine que c'est le jour et la nuit entre pouvoir squatter correctement mais ça a demandé cet engagement envers toi-même de prendre le temps, tout déconstruire pour tout reconstruire correctement. Ouais, et c'est là où c'est, je trouve vraiment, comment dire, enfin moi-même ça m'inspire ce genre de choses. C'est à la fois, bah déjà je peux bouger dans des amplitudes beaucoup plus grandes avec beaucoup plus lourd sans aucune douleur. Donc tu vois, on respecte bien le premier point, c'est que j'aurais pu faire tout ça, mais si j'avais mal au dos, bah ça veut dire que je l'aurais mal fait, tu vois. Sauf que là où j'allais beaucoup moins loin en amplitude avant et j'avais mal au dos, aujourd'hui je peux aller beaucoup plus loin sans douleur, tu vois. Donc ça c'est déjà super cool. Et en plus de ça, même le développement de mes cuisses. Je sais que là, dans les prochains mois, je vais faire une masse de fou dans mes cuisses parce que je peux mettre une tension de fou dans mon squat, tu vois. Et premier facteur d'hypertrophie, tension mécanique. Si je peux faire un squat avec une amplitude, ne serait-ce même pas entièrement ce que je fais, mais à 80% de ce que je fais avec voilà, une charge 150-160 kilos, bah, les quadris vont exploser, tu vois, il n'y a pas de miracle. Et je sais que mon dos il est en sécurité, je sais que tout ça est en sécurité, et donc mon physique va, va en payer le prix d'une bonne manière, tu vois. Donc, donc ouais, moi je trouve ça vraiment hyper cool. Une fois qu'on arrive à développer sa mobilité comme ça, après son physique
en termes d'esthétique et de tout ça, il explose aussi, tu vois. Ouais, Et tu regardes par exemple, les Tom Platz, tu vois, les ouais. Ronnie Coleman, les machins comme ça, enfin les machins, les mecs comme ça, ils ont, ils avaient des, des amplitudes de fou. C'est un peu ce qui a fait du mal à Ronnie parce il a pas trop écouté son corps, mais les mecs, ils avaient des squats, des amplitudes de fou, tu vois, une mobilité de dingue, et c'est comme ça qu'ils sont devenus aussi énormes, hein, en partie seulement. Mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, ça a vachement participé, tu vois. Carrément, carrément. Honnêtement, je serais incapable de dire, je connais pas suffisamment bien le dopage pour dire si l'amplitude, joue vraiment un rôle déterminant sur la croissance musculaire tellement elle est, exacerbée par le Pas tant d'amplitude, tu vois, de profondeur de squat, mais plus de capacité articulaire à aller quand même dans une amplitude correcte sans mettre de la charge au mauvais, enfin, sans mettre de la tension au mauvais endroit, et du coup, en étant capable de mettre beaucoup de charge, tu vois. Ronnie Coleman, il mmh, avait un squat, c'était pas un squat d'haltérophile, tu vois, mais il pouvait mettre extrêmement lourd sur son squat, et du coup, bah, forcément, tension mécanique égale gain musculaire, plus sa carrément. génétique hors norme et tous les produits et les machins, et ça a donné Ronnie, tu vois. Tom Platz, pareil sur ses cuisses, tu vois, c'est un mec, bon, lui, pour le coup, il avait encore plus d'amplitude, mais du coup, il pouvait mettre lourd, il pouvait mettre vraiment de la tension là-dessus et sans que ça pète ailleurs, tu vois. C'est Et vrai, du coup, bah, boum, ça grossit, quoi. c'est vrai. Tu regardes souvent d'ailleurs, moi, on voit ça souvent à la Smith Machine, le squat à la Smith Machine. Tu vois, les gens, il y a des gens, ils font vraiment du squat Smith Machine, ils ont des quadris tout fins. Et en fait, ça se voit que leur corps, il veut pas être dans cette position. Il veut Mmh, pas être dans cette position. Du coup, ils ont une charge un peu pas ouf sur un mouvement où ils prennent tout dans les lombaires, dans les machins. Les quadris, ils grossissent pas. Donc, ils ont pas lourd, ils ont mal aux lombaires et du coup, bah, ils ont rien dans les quadris. Enfin, en tout cas, ils développent pas du tout leurs quadris. Donc, exemple parfait de en quoi la mobilité peut vraiment changer complètement ton physique si tu sais l'adapter. ouais et encore une fois, c'est en fait, pour moi, il y a vraiment une boucle qui se boucle. C'est que au-delà de cet impact qui est quand même très important sur le résultat, parce que avant tout, les gens, ils veulent des résultats. Ceci dit, moi, je dirais et moi, ce sera mon mot de la fin, que la raison pour laquelle certaines personnes ont plus de facilité que d'autres à écouter et respecter leurs ressentis, c'est parce qu'elles font, quelque part, enfin, il y a suffisamment hem, cette, là où c'est un cercle vertueux, c'est que, OK, si j'écoute un peu plus mes ressentis, si je fais un peu plus en fonction de mes ressentis, bah, forcément, je vais intégrer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement l'aspect de la mobilité. Tandis que si je fais pas trop en fonction de mes ressentis et que je suis plutôt en mode bourriné ou forcé et cetera, bah, je vais pouvoir Heu, arriver à un certain niveau sans jamais m'occuper de ma mobilité, jusqu'au moment où je pourrais pas y couper et vraiment ça va être, bah, soit ça passe, soit ça casse, quoi. Et du Mmh. coup, une personne qui, p à ses débuts où il y a pas trop d'enjeux, où, la personne n'a pas l'impression que si elle arrête tel mouvement, elle va perdre, elle va stagner et cetera. Parce que c'est souvent ce qui fait que les gens ont pas envie de commencer à se mettre à la mobilité, alors que c'est devenu au stade critique. Si au contraire la personne dès le début, ben, elle fait en fonction de ses ressentis: «Ah du coup là je sens que avant de faire mon développé couché ou avant de faire tel mouvement, il faudrait peut-être que je fasse plutôt tel mouvement d'isolation». Certaines personnes assez intuitivement, ils débloquent des problématiques entre guillemets «articulaires» et de mobilité, parce que justement ils sont plus, voilà, dans le respect, de leur corps. Et du Mmh. coup, ben, quand, il y a un mouvement qui va être, limité ou qui va être, devenir un peu, difficile ou malaisant, ben, tout de suite ça va pas être la même réaction face à ça. Mmh. Et par conséquent, voilà, si dans les personnes qui nous écoutent, il y en a qui sont plutôt au début de leur, de leur voyage de transformation, j'ai envie de dire, bah, en fait, faites confiance dès le début à votre cœur et à votre ressenti,
parce que ça va vous permettre d'intégrer tout ce dont on est en train de parler de manière assez organique. Mmh. Et s'il y a des gens qui sont, plus, avancés et qui sont plus en mode: «OK, bon là, c'est maintenant vraiment qu'il faut se mettre à la mobilité et j'ai pas du tout envie», bah, je pense qu'un exemple comme le tien, celui que tu as donné, c'est inspirant. C'est-à-dire que dites-vous dans 6 mois, vous pourriez avoir un squat, un autre mouvement, un développé couché ou peu importe, développé épaule, peu importe, complètement différent. Bien meilleure sensation, plus de une résilience, hein, plus du tout de risque de se blesser et cetera et une capacité vraiment ensuite de pouvoir mettre de la tension mécanique, de charger, d'exploser les records et cetera. Donc voilà, je crois que je finirai là-dessus. Ouais, bah moi, tu vois, pour finir exactement, rebondir sur ce que tu dis, et identifier un petit peu, je pense, deux profils où vraiment tu as le débutant, il n'a pas besoin d'une grosse tension mécanique sur ses exercices pour faire du muscle. Donc lui, on peut adapter, tu peux mettre des variantes. Tu peux faire un goblet squat, un cycliste goblet squat, des trucs comme ça. Ça va bien fonctionner. Par contre, plus tu es avancé, plus, en tout cas, si tu veux continuer de développer ta masse musculaire, plus va falloir que tu sois capable de mettre de tension mécanique. Donc des gros exercices, donc voilà, un cycliste, mettre un cycliste squat sur un profil très avancé, il va falloir vraiment que ton cycliste il soit parfait, tu vois. Ou alors tu peux trouver une variante de squat où tu es beaucoup plus stable et tu peux produire beaucoup plus de force, ou alors même sur une presse ou sur un truc comme ça, tu vois, où tu vas devoir mettre de la tension. Et si tu veux mettre de la tension sur ces mouvements-là, il faut que tu sois un minimum mobile. Donc à ce moment-là, si ta mobilité elle est pas carrée, tu sais que c'est un facteur limitant de développement purement de ta masse musculaire. Clairement, pour moi, Carrément. ça c'est. Donc, débutant, on adapte, il y a des variantes, des machins, jusqu'à intermédiaire, ça passe, et quand on commence à devenir vraiment avancé, là, il faut, tu peux plus trop tourner autour des petites variantes, des petits machins, il faut commencer à avoir des grosses variantes pour mettre beaucoup de tension. Donc, il faut avoir des prérequis articulaires à ce niveau-là, t'as pas le choix. Donc, si t'es passé à côté de tout ça pendant des années, il y a un vrai truc, il y a un vrai temps à passer là-dessus pour exploser, quoi. Parce qu'après, c'est le jour et la nuit, ton physique, il explose, quoi. Tu peux mettre de Carrément. l'intensité, de la charge, et voilà, tu vis la best life. C'est vrai. Absolument. Voilà, voilà. Je pense on a tout dit. J'ai le sentiment aussi qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Merci Olivier, pour ces différents éléments. Honnêtement, je pense que, avec ce qu'on a dit aujourd'hui, il y a plus de raison de se blesser. Il y a plus de raison de forcer, ne serait-ce que ça, parce que souvent c'est le forcing qui amène à la blessure et bah, dites-nous en commentaire, si en appliquant ça, ça améliore ou si on a oublié quelque chose. Ceci dit, de mon expérience aujourd'hui, j'ai le sentiment que l'essentiel est là, bien évidemment qu'on pourra en dire plus, mais on est déjà à 1 h 30, enfin 1 h 20. Mhm. L'essentiel est là pour moi et encore une fois, ravi d'avoir, partagé ce moment avec toi Olivier. C'est un plaisir de balancer de la valeur comme on le fait à chaque épisode. Carrément, carrément. Toujours un plaisir également. Merci tout le Sur monde. ce, à la prochaine fois pour, le prochain épisode, thématique mystère, je sais même pas en tête, on verra de quoi on parle. Ciao, ciao.